Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jurisdico, la chaîne qui rend le droit accessible à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du fonds de commerce. Donc le fonds de commerce, c'est une notion incontournable en droit que vous allez retrouver vraiment pratiquement partout. C'est une notion qui va attraire principalement au droit des affaires, au droit commercial, au droit des sociétés, mais il est toujours bon de connaître vraiment la définition et les tenants et les aboutissants du fonds de commerce. Je ne vais pas donner d'article parce que le droit est tout le temps changeant et qu'il y a des articles qui vont être abrogés, d'autres vont être ajoutés, etc. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que le fonds de commerce, c'est un ensemble qui va être composé d'éléments qui sont à la fois corporels et incorporels. Donc dans les éléments qui sont dits corporels, on va avoir tout ce qui va être outillage, marchandises, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être palpable, on peut les toucher. A l'inverse, les éléments qui sont dits incorporels vont être des éléments qui ne vont pas être palpables. C'est par exemple le droit au bail, une enseigne, un nom commercial, des brevets, des marques, une clientèle et un achalandage. La doctrine va considérer qu'il s'agit d'une universalité juridique qui va comporter, comme je vous l'ai dit, des éléments divers, donc des éléments corporels et des éléments qui vont être incorporels. Donc moi j'aime bien toujours distinguer en fait les éléments qu'on peut toucher des éléments qu'on ne peut pas toucher. On peut toucher de la marchandise, mais on ne peut pas toucher un droit ou alors un brevet. En somme, le fonds de commerce est donc constitué d'une pluralité d'éléments, c'est pas simplement une chose. De plus, le fonds de commerce va pouvoir faire l'objet d'une multitude d'opérations juridiques, notamment la vente, le nantissement, l'apport en société, etc. Et en plus de ça, il va pouvoir être géré de différentes manières, donc la location-gérance par exemple. Maintenant, nous allons voir successivement les différentes opérations juridiques qui vont pouvoir affecter le fonds de commerce. Donc on en a noté quelques-unes, c'est les plus courantes. Vous avez par exemple le nantissement du fonds de commerce, l'achat et la vente du fonds de commerce, la transmission du fonds de commerce, la location-gérance et la cession du fonds de commerce. J'en profite pour vous préciser que fonds, ça s'écrit F-O-N-D-S. La première opération qui va pouvoir affecter le fonds de commerce, c'est le nantissement du fonds de commerce. En fait, ce nantissement du fonds de commerce va permettre de proposer une garantie au créancier lorsqu'il accorde un crédit à un commerçant. Concrètement, il s'agit d'un contrat qui est enregistré et déposé au greffe pour inscription. Le nantissement, en fait, est un gage, c'est une garantie en nature que le débiteur octroie à son créancier. Donc, comme c'est la première vidéo, débiteur-créancier, le débiteur, c'est celui qui doit quelque chose et le créancier, c'est celui à qui on doit quelque chose. Donc, le débiteur doit quelque chose au créancier. Et le nantissement a pour but de permettre au créancier d'avoir une garantie en cas de non-paiement de la somme due par le débiteur. Et concrètement, ça se matérialise comment ? Eh bien, le nantissement d'un fonds de commerce, c'est la mise à disposition du fonds de commerce au bénéfice du créancier afin de garantir une somme qui est prêté au débiteur. En cas de non-paiement de la somme due de manière spontanée au créancier, celui-ci pourra récupérer le montant de sa dette sur la valeur du fonds de commerce. Le code de commerce va justement disposer que le nantissement du fonds de commerce peut porter aussi bien sur les éléments corporels, donc la marchandise, etc., que sur les éléments incorporels, comme par exemple les brevets, les marques, etc. C'est donc, je le répète, une garantie pour le créancier. Ensuite, il y a l'achat du fonds de commerce. Donc, dans le cadre d'un achat de fonds de commerce, le vendeur et l'acheteur ont l'obligation de suivre une procédure, un cheminement qui est tout tracé et bien encadré légalement. Il va y avoir, comme dans toute opération commerciale, une discussion qui va être entamée, des négociations, et il est souvent conseillé de diagnostiquer le fonds de commerce pour s'assurer qu'il correspond au projet de l'acheteur et déceler les avantages et les éventuels inconvénients ou alors les défis qui pourraient être grevés à ce fonds de commerce. Et souvent, les acheteurs de fonds de commerce se font assister par des avocats qui sont spécialisés justement en droit des sociétés et qui arrivent à déterminer très rapidement les difficultés qui pourraient éventuellement se poser. Une fois que toutes les diligences ont été faites, donc l'évaluation du fonds de commerce, la négociation, etc., arrive le moment de réaliser les formalités d'achat. Donc il y a
une déclaration, il faut informer les salariés, il faut enregistrer l'acte, il faut le publier et il faut évidemment le déposer. Donc on le comprend, tout ce qui va être achat et vente du fonds de commerce est soumis à un formalisme qui est encadré par le code de commerce. En ce qui est de la partie vente, donc ça c'est des obligations qui vont s'adresser au vendeur. Alors la vente doit respecter des conditions générales de validité des contrats. Donc c'est tout ce qui va être les vices du consentement notamment qui vont pouvoir s'appliquer à la vente d'un fonds de commerce. Un fonds de commerce, une vente de fonds de commerce doit être exempte de vices, et notamment des vices cachés qui sont traités par le Code civil. L'acte de vente en lui-même doit comporter certaines mentions qui sont obligatoires, notamment l'état des privilèges et des nantissements qui sont associés au fonds de commerce. Donc on a vu le nantissement précédemment, donc cette fameuse garantie qui permet aux créanciers d'avoir une sûreté. On a aussi le chiffre d'affaires qui doit être communiqué, ainsi que les résultats des 3 derniers exercices comptables. On a également les conditions du bail commercial et l'identité du précédent vendeur. Toutes ces mentions sont destinées à l'acquéreur pour qu'il prenne connaissance de la valeur intégrale du fonds de commerce, qu'il ait vraiment une idée très précise de ce qu'il va pouvoir acheter. C'est vraiment dans un objectif de transparence de l'acte de vente. Là encore, le vendeur du fonds de commerce aura tout intérêt à se faire assister par un avocat pour bien mettre en forme son acte de vente et être certain qu'il a rempli toutes les obligations légales et qu'il a donné toutes les informations à l'acheteur. Ensuite, nous avons la transmission du fonds de commerce. Donc, le fonds de commerce peut être transmis. Et cette transmission peut être effectuée soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Donc à titre onéreux, c'est ce qu'on vient de voir, c'est le cadre d'une vente ou alors d'un apport en société. À titre gratuit, c'est surtout le cas de la transmission successorale. Et dans ce cas-là, le mécanisme de l'attribution préférentielle va permettre de sauvegarder l'ensemble des éléments du fonds de commerce, notamment son unité économique. On transmet le fonds de commerce dans son ensemble. Pour résumer, le fonds de commerce peut être transmis de 2 manières, soit à titre onéreux, dans le cadre d'une vente ou alors d'un apport en société, ou alors à titre gratuit dans le cadre d'une transmission successorale. Il peut également y avoir une location-gérance d'un fonds de commerce via un contrat de location-gérance qui se définit comme un contrat ou une convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou un établissement artisanal concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. Donc c'est exactement le même type de contrat qui vous unit à un bailleur lorsque vous louez un appartement, avec évidemment des modalités qui sont afférentes au fonds de commerce et à une activité qui est évidemment commerciale. Le propriétaire de fonds de commerce, donc le bailleur, va devenir passif, il ne va faire que recevoir les loyers, mais ne pourra pas s'immiscer dans la gestion du fonds de commerce, car celle-ci appartiendra désormais au locataire gérant qui pourra en exploiter l'intégralité. Souvent, la location-gérance va précéder en fait un acte de vente du fonds de commerce. Ça donne vraiment l'opportunité au locataire gérant de pouvoir constater l'efficacité du fonds de commerce, s'il est viable, s'il arrive à générer du chiffre d'affaires et si il n'y a aucun problème qui est afférent à ce fonds de commerce. Et comme c'est un contrat, il peut être conclu soit à durée déterminée ou indéterminée. Donc ça, c'est au libre arbitre des parties, c'est à la libre appréciation des parties, c'est à eux dans les négociations de l'inclure ou non dans le contrat, de mettre une durée qui doit être soit déterminée, soit indéterminée, mais la durée est un caractère obligatoire. Enfin, ce fonds de commerce va pouvoir être cédé dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. La cession va consister pour un vendeur à vendre l'ensemble des éléments corporels, donc le mobilier, le matériel, et incorporel, donc la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, etc. C'est une opération qui est
extrêmement bien encadré par la loi, notamment pour protéger les créanciers du vendeur. Et en cas de fraude, votre opération va pouvoir être annulée par l'administration. Le cédant est obligé de signifier par voie d'huissier le projet de vente du fonds de commerce lorsque le local commercial est loué. Et il est aussi également tenu de prévenir les salariés du projet de cession du fonds de commerce. Et pour cela, il a un délai maximal de 2 mois avant l'opération, car il faut quand même penser que les salariés ont le droit de savoir que le fonds de commerce est cédé. Ça les intéresse et ça les touche directement, et il faut évidemment être très transparent dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est tout sur la cession du fonds de commerce. Nous allons nous arrêter ici pour cette première vidéo. J'espère que le concept vous plaît, que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu juridique.